Bonjour, mesdames, messieurs. Mon nom est Gia Gamache. Je suis en compagnie de la docteure Nicole Audet. Bonjour, Nicole. Hey, bonjour Gia, comment vas-tu? Ça va très bien. Nous sommes enthousiastes aujourd'hui parce que nous allons répondre à plusieurs questions concernant le coronavirus et la COVID-19. Alors, on va commencer tout de suite. Est-ce que vous êtes prête, Nicole? Je suis prête. Alors, allons-y avec les avertissements d'usage. Je partage mon écran. Voilà. Donc, cette présentation a pour but de vulgariser des concepts médicaux de base concernant le coronavirus et la COVID-19. Elle ne contient aucun conseil thérapeutique ni avis médical. Seuls les professionnels de la santé peuvent vous fournir un avis médical. Les consignes de cette vidéo sont celles émises par les autorités sanitaires du Québec et du Canada. Ces consignes pourraient être différentes dans une autre province ou un autre pays. Alors allons-y, première question, Nicole. Pourquoi la COVID-19 est-elle appelée une pandémie? Alors, il faut faire la différence entre une épidémie et une pandémie. Une épidémie, c'est une propagation soudaine et rapide d'une maladie dans une région donnée. Une pandémie, c'est une épidémie qui atteint les populations d'une région géographique très étendue. Dans le cas de la COVID-19, la pandémie est mondiale. Quel est le nom du virus et de la maladie exactement, docteur Audet? Le virus appelé SARS-CoV-2 tire son nom de l'anglais pour Severe Acute Respiratory Syndrome. En français, les lettres sont inversées pour SRAS, qui signifie Syndrome respiratoire aigu sévère. Le SRAS. Le SRAS, c'est ça. Mais le nom du virus, c'est quand même SARS, comme en anglais. Oui, c'est ça. Alors pourquoi le chiffre 2 au bout du nom? Il s'agit du deuxième coronavirus causant une maladie pulmonaire sévère chez l'humain. Le premier a causé l'épidémie de SRAS en 2003. Et la maladie porte un nom différent. COVID-19 est formé des premières lettres des mots anglais Coronavirus Disease, CO de corona, VI de virus, D de disease qui signifie maladie en anglais, 19 pour l'année de la découverte. Alors, docteur Audet, qu'est-ce qu'un coronavirus? Le coronavirus, ou COV, signifie virus à couronne qu'on voit ici sur cette photo électronique. Et sur la surface des coronavirus, il y a de petites pointes appelées spicules. Le SRAS-CoV-2 n'est pas le seul coronavirus affectant l'homme. Par exemple, le rhume banal est causé par un autre coronavirus. Où vit le coronavirus, le SARS-CoV-2, dans la nature? La chauve-souris et le coronavirus cohabitent sans problème dans la nature. On dit qu'ils vivent en harmonie. Le coronavirus ne rend pas malade la chauve-souris. Pour bien comprendre cette harmonie, imaginez un yogourt contenant des bactéries qui sont plus grosses que les virus. Vous pouvez manger du yogourt sans danger, car les bactéries du yogourt ne causent pas de maladie chez l'homme. Ainsi, dans la nature, le coronavirus et la chauve-souris vivent ensemble sans problème. Comment le SARS-CoV-2 est-il passé de l'animal à l'humain? On cherche encore la réponse. Mais je peux vous dire qu'en 2020, dans la revue Nature, il y a eu des publications des résultats sur ce sujet. Pour bien comprendre, revenons à la chauve-souris. Comme je viens de le dire, la chauve-souris et le coronavirus vivent en harmonie.
Mais le virus ne peut pas passer directement de la chauve-souris à l'être humain. Alors, le coronavirus aurait passé par l'intermédiaire du pangolin, soit par morsure ou contact direct de la chauve-souris. Une Alors, fois dans le pangolin, quand vous dites aurait, ça veut dire on n'est pas certain à 100%. Là. pas encore. Comme je vous l'ai dit, c'est encore l'hypothèse la plus probable parce que ce n'est pas encore prouvé. Ça peut prendre du temps avant de prouver vraiment la cause première, mais c'est une des hypothèses qui est publiée actuellement. Alors, une fois dans le pangolin, le coronavirus s'est transformé. Cette transformation s'appelle une mutation. Comme la chauve-souris, le pangolin vit lui aussi en harmonie avec le nouveau virus. Mais lorsque l'être humain a consommé le pangolin avec le nouveau virus, il a été malade. On appelle ce phénomène de transmission des maladies des animaux à l'être humain une zoonose. En résumé, le coronavirus est passé de la chauve-souris au pangolin. Dans le pangolin, le coronavirus a subi une mutation. L'être humain, en mangeant le pangolin, développa la COVID-19. Mais je vous le rappelle encore que ce n'est pas prouvé. Il s'agit d'une hypothèse la plus probable pour le moment. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'un pangolin? Alors, un pangolin, c'est un mammifère qui mesure 1,5 m ou 5 pieds. Il pèse 77 livres, ce qui est quand même aussi gros que 125 chauves-souris. Ce n'est pas un petit mammifère. Il est très recherché pour sa viande et les propriétés médicinales de ses écailles. Il est tellement chassé que c'est une espèce en voie d'extinction. Malgré que cette zoonose ne soit qu'une hypothèse, les autorités n'ont pas pris de chance. Elles ont interdit la chasse et la consommation d'animaux sauvages pour éviter les pandémies causées par toute forme de zoonose. Est-ce que c'est la première zoonose que l'humanité vit? Non, il y a eu une zoonose en 2003, le SRAS, qui était causé aussi par un autre virus de la famille des coronavirus. Alors, cette fois-là, on était vraiment certain que c'était une zoonose. C'était plus une hypothèse, là. Non, ce n'était plus une hypothèse. C'est encore de la chauve-souris qui aurait passé le coronavirus à un animal sauvage qui était appelé la civette. Alors, les hommes ont mangé la civette pour sa chair délicieuse et ils ont contracté le virus qui s'appelait SARS-CoV. Il n'y avait pas de chiffre ni un ni deux parce qu'on ne savait pas qu'il y en aurait un deuxième. Alors, finalement, les autorités ont mis fin à la pandémie du SRAS en interdisant la consommation puis l'élevage des civettes. Donc, on a fait la même chose qu'avec le coronavirus. Bien, certainement. Comme cette solution a fonctionné en 2003 pour le SRAS, qui était lui aussi causé par un coronavirus, bien, les autorités espèrent que ça va fonctionner pour la COVID-19. D'accord. Alors, comment le coronavirus infecte-t-il les cellules humaines? Alors, en 2020, il y a des chercheurs de l'Université du Maryland qui ont prouvé que le coronavirus pouvait entrer dans le corps humain par le nez, la bouche ou les yeux. Puis grâce à leurs petites spicules situées à leur surface, ils pénètrent dans les cellules du système respiratoire. Ils ont une forme de clé. Alors, imaginons une cellule de pangolin. Les spicules du coronavirus ne peuvent pas pénétrer dans les cellules de ce mammifère parce que la clé ne fonctionne pas. C'est pour ça que vous disiez que ça vivait en harmonie avec le virus. Ben oui, parce que le virus ne peut pas entrer dans sa cellule. Ils vivent ensemble, mais il n'y a pas de maladie. Par contre, quand on va arriver chez l'être humain, ça va être différent. Parce que là, la clé fonctionne. Alors, en touchant la surface de la cellule d'un être humain,
Le spicule du coronavirus ouvre la porte et pénètre dans la cellule. Alors, il entre dans la cellule. Alors, le coronavirus se réplique à l'intérieur des cellules. Chaque cellule peut produire près d'1 million de virus qui se propagent dans le corps, causant la maladie COVID-19 après une période d'incubation. C'est très rapide. En fait, une période, je suis certaine que vous allez me demander qu'est-ce qu'une période d'incubation? Vous m'enlevez les mots de la bouche. Alors, une période d'incubation, c'est le temps écoulé entre la contamination et l'apparition des symptômes d'une maladie. Pour la COVID, justement, quelle est la durée de la période d'incubation pour la COVID-19? Alors, pour la COVID-19, excusez-moi, la période d'incubation varie entre 2 à 14 jours avec une moyenne de 5 jours. Quels sont les symptômes de la maladie, le COVID-19? Alors, les 3 symptômes les plus fréquents sont la toux, la fièvre au-dessus de 38 degrés Celsius et les difficultés respiratoires. Certaines personnes atteintes de la COVID-19 se plaignent d'une diminution ou d'une perte brutale de l'odorat avec ou sans perte de goût. Et que doit faire une personne qui a ces symptômes? Si vous avez de la toux ou de la fièvre ou des difficultés respiratoires, n'allez pas à l'urgence ni à la clinique. Alors, je le répète, n'allez pas à la clinique ni à l'urgence. Téléphonez d'abord au centre d'appel désigné par les autorités sanitaires de votre région. Par exemple, au Québec, appelez le 1-877-644-4545. Alors, pourquoi il ne faut pas aller dans une urgence? Parce qu'on risque de contaminer tout le monde. Puis, dans le cas d'une épidémie, les autorités sanitaires vont pouvoir vraiment bien catégoriser chaque personne puis lui dire exactement où aller. Ça se peut que ce soit l'urgence, mais la plupart du temps, ils vont décider où aller passer un test s'il y en a besoin. Alors, vraiment, il faut suivre les consignes. On est très bien formés pour dire aux gens quoi faire. Il faut suivre les consignes. C'est le temps ou jamais d'être obéissant. Qui sont les personnes à risque d'être gravement malades? Alors, les personnes les plus à risque d'être gravement malades sont les personnes atteintes du cancer, les cardiaques, les diabétiques, les hypertendus et nos aînés. Et on le voit, il y a plusieurs aînés qui décèdent. Pourquoi les aînés sont-ils plus à risque que les jeunes? Avec l'âge, la capacité du corps à bien se défendre contre les infections diminue. C'est un peu comme la capacité à lire de nos aînés. Elle diminue avec l'âge. Ainsi, avec des défenses affaiblies, nos aînés sont plus à risque d'avoir une maladie grave ou d'en mourir que les plus jeunes. Mais ça n'exclut pas que tout le monde peut contracter la COVID-19. Alors, quels sont les degrés de sévérité de la maladie COVID-19? Alors, la grande majorité des malades ont peu ou pas de symptômes. Alors, ignorant leur état, ils peuvent transmettre la maladie. Les symptômes classiques, comme je vous l'ai dit tantôt, sont la toux, la fièvre au-dessus de 38 degrés Celsius et les difficultés respiratoires. Les malades se plaignent également de courbatures, de fatigue et de maux de tête. Et certaines personnes vont être atteintes, vont se plaindre d'une diminution brutale de leur odorat avec ou sans perte de goût. Enfin, le symptôme le plus grave, c'est la détresse respiratoire causée par une tempête inflammatoire. Alors là, les patients deviennent très essoufflés et peinent à respirer.
Sans respirateur artificiel, ces patients ne survivraient pas. Alors, pourquoi certains malades ont-ils besoin d'un respirateur artificiel? Les patients très malades aux soins intensifs peinent à respirer. Ils ont besoin des appareils de respirateurs artificiels pour les aider à respirer, pour une période variant entre 10 à 20 jours. Mais heureusement, la grande majorité des patients guérissent. Et ça, même s'ils ont besoin d'un respirateur artificiel. Oui, ce n'est qu'une assistance mécanique pour aider leurs poumons qui sont pleins d'eau ou qui ils peinent à respirer. Alors, une fois que le virus est parti, les patients reprennent leur respiration autonome. Mais est-ce que c'est seulement que les aînés qui ont besoin des respirateurs artificiels? Absolument pas. Vous pouvez avoir une personne qui est plus jeune, qui, si elle, ses symptômes sont sévères et puis qu'elle peine à respirer, on va la mettre aux soins intensifs puis on va la brancher sur un respirateur artificiel. Hmm. En quoi consiste le test de dépistage? Alors, pour faire le prélèvement, on insère un écouvillon. C'est la petite tige là, que vous voyez sur la photo, Oui. dans le fond de la bouche et ensuite dans le nez. C'est le même écouvillon. L'écouvillon est ensuite acheminé au laboratoire pour analyse. Alors, quand on a un test, qu'est-ce qui se passe? Après le prélèvement, il faut s'isoler à la maison en attendant un appel pour vous communiquer le résultat. Si le test est non réactif ou négatif, vous n'avez pas la maladie. Si le test est positif ou réactif, vous avez la maladie. Un professionnel de la santé publique vous demandera d'identifier toutes les personnes avec qui vous avez eu des contacts étroits. Ne serait-il pas mieux de tester tout le monde? En principe, vous avez totalement raison, ce serait vraiment mieux, mais en pratique, c'est impossible. Ah oui? Oui, parce que si on testait tout le monde, on connaîtrait une pénurie de matériel et de personnel. Les autorités sanitaires ont adopté une stratégie plus efficace, soit de cibler les personnes les plus à risque. Par exemple, les travailleurs de la santé et les personnes revenant de voyage qui ont des symptômes sont les premiers à être testés. Et que doivent faire les voyageurs à leur retour au pays? Les voyageurs doivent rester à la maison en quarantaine pour une durée minimale de 14 jours. Bon, vous venez de parler de quarantaine. Que peut-on faire, plutôt, que peut faire une personne qui est en quarantaine? Parce qu'on n'est pas seulement en quarantaine parce qu'on vient de voyage, là. Non, si les autorités sanitaires vous mettent en quarantaine, que ce soit parce que vous attendez les résultats du test, parce que vous avez développé la maladie ou pour toute autre raison, restez à la maison pour la durée totale de votre quarantaine. En respectant cette consigne, vous éviterez de contaminer les autres et vous sauverez des vies. Alors, disons que je suis en quarantaine. Je peux aller faire mon épicerie, non? Non, vous ne pouvez pas faire l'épicerie. Faites-la livrer. Restez à la maison pour la durée totale de votre quarantaine. Ah, mais je peux quand même marcher dehors, non? Non, vous ne pouvez pas marcher dehors. Restez à la maison pour la durée totale de la quarantaine. Vous pouvez aller sur votre balcon pour prendre l'air frais. Alors, ben, là, moi, je peux sortir pour un test de COVID-19, non? Ah oui, si les autorités sanitaires vous donnent un rendez-vous pour faire un test de COVID-19, vous pouvez y aller. C'est la seule et unique exception. Et n'utilisez pas les transports en commun pour vous y rendre. Donc, une fois que ma quarantaine est terminée, je peux sortir dehors et prendre de l'air, puis respecter les distances avec les autres, là. Ah, une fois que la quarantaine est terminée, c'est certainement. Bon. Alors, pourquoi tout le monde doit-il rester à la maison? Tout le monde doit rester à la maison pour aplanir la courbe de contagion.
Sans cette restriction, le nombre de cas exploserait puis dépasserait la capacité du système de santé pour soigner tous les cas. Pouvez-vous nous expliquer un peu là, comment fonctionne la courbe? Certainement, la première courbe illustre tout ce qui se passerait si on ne faisait rien du tout. Il y aurait tellement de gens malades qu'on ne pourrait pas tous les soigner. Autrement dit, il y aurait trop de patients dans les hôpitaux pour le nombre de lits, le nombre de respirateurs artificiels et le personnel soignant. Et La deuxième, oui, oui, c'est ça, la deuxième courbe. La deuxième courbe, elle illustre l'objectif que tout le monde se donne en tant que société. Si tout le monde, vraiment tout le monde, collabore en restant à la maison, il va y avoir moins de malades en même temps dans les hôpitaux. Ainsi, tout le monde sera bien soigné, puis le nombre de décès sera moins grand. On va vraiment sauver des vies. Que doit faire la population pour aplanir la courbe? Pour aplanir la fameuse courbe, nous devons éviter d'être entassés les uns sur les autres comme des sardines. Il y a 5 stratégies recommandées pour aplanir la courbe. Premièrement, la mesure la plus importante est de rester à la maison. Deuxièmement, il faut respecter la distanciation sociale en tout temps. Troisièmement, toussez dans votre coude. Quatrièmement, après vous être mouché, jetez vos mouchoirs. Et cinquièmement, lavez-vous les mains très souvent pendant au moins 20 secondes avec de l'eau tiède et du savon. Justement, bon, se laver les mains, on en entend parler tellement souvent. Pourquoi insister tellement sur l'usage du savon? C'est une excellente question. C'est vrai qu'ils ne disent pas souvent pourquoi, mais moi, je vais vous le dire. Parce que le savon défait les graisses. Et comme la membrane du coronavirus est composée de gras, le savon tue le coronavirus. Je vais le répéter, le savon tue le coronavirus. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une excellente nouvelle. Alors, à part du savon, est-ce que le gel antiseptique est aussi efficace que le savon? Tout à fait. Oui, les deux sont efficaces. Le lavage des mains à l'eau et au savon, ainsi que l'utilisation des solutions de gel hydroalcoolique font partie des recommandations de la santé publique au Québec. Pour le gel antiseptique, la concentration minimale d'alcool recommandée est de 60 %. Alors, regardez bien sur votre étiquette, il faut que ce soit 60 %. Comment on utilise le gel antiseptique? Il faut utiliser ces gels sur des mains sèches et idéalement propres. Il faut éviter tout contact avec les yeux après usage et conserver ces gels hors de la portée des enfants. Le gel antiseptique est-il essentiel au lavage des mains? Non, ce n'est pas essentiel. En vous lavant souvent les mains avec de l'eau et du savon, vous pouvez très bien vous passer de ces produits devenus difficiles à trouver. Comment le coronavirus se transmet-il entre les humains? Il y a 3 modes de contagion entre les humains. Premièrement, par gouttelettes. Deuxièmement, par les contacts directs entre humains. Et troisièmement, par contact indirect en touchant les surfaces. Voyons d'abord la contagion par gouttelettes. Lorsqu'une personne est infectée, le coronavirus se trouve dans sa salive. Alors, quand elle vous parle ou qu'elle tousse, des fines gouttelettes de salive contenant le virus sont projetées dans l'air et atterrissent sur vous. Vous éviterez d'être infecté par gouttelettes en gardant une distance d'au moins 2 mètres avec les autres. Alors, le deuxième mode de contagion est par contact étroit entre 2 personnes. Par exemple, si vous serrez la main d'une personne infectée,
le virus se retrouvera sur votre main. Ensuite, lorsque votre main touche votre visage, le coronavirus entre dans le corps par le nez, par la bouche ou par les yeux en les touchant. Enfin, le troisième mode de contagion est par le contact indirect en touchant les surfaces autour de vous. Par exemple, une personne contagieuse tousse au-dessus d'une table. Elle va y laisser des virus sur la table qui va devenir contaminée. Si vous touchez la table contaminée, le virus sera maintenant sur votre main. Si vous touchez votre visage, alors le virus entrera dans votre corps. Alors, après avoir touché des surfaces contaminées par le coronavirus et portant vos mains au visage, vous pouvez contracter la COVID-19. Quelle est la durée de vie du coronavirus sur les surfaces poreuses et non poreuses? C'est une excellente question. Pour y répondre, j'ai lu un article qui est publié en mars 2020 dans la revue New England Journal of Medicine. Et on rapportait les résultats suivants. Les surfaces poreuses, comme la monnaie, le papier, les cheveux, le bois et les tissus, ne permettent pas au coronavirus de survivre très longtemps. Pour expliquer ce phénomène, examinons un morceau de tissu au microscope. Les petits trous qui se trouvent à la surface des matériaux poreux ne permettent pas au coronavirus de survivre très longtemps car ces petits espaces peuvent piéger le virus et empêcher son transfert. Par contre, le coronavirus vit plus longtemps sur les surfaces non poreuses, comme par exemple les poignées de porte, les tables, les plastiques. Par exemple, si on compare la durée de vie du coronavirus sur du carton, qui est un matériel poreux, et du plastique, qui est un matériel non poreux, les chercheurs ont découvert que le coronavirus peut vivre 24 heures sur du carton et 72 heures sur du plastique, ce qui est beaucoup. C'est 3 fois plus. C'est 3 fois plus. Comment désinfecter les surfaces non poreuses? Alors, pour désinfecter les surfaces non poreuses, Santé Canada suggère d'utiliser un mélange à base d'eau de javel. Dans le guide d'auto-soin du gouvernement du Québec, on trouve une belle recette d'utiliser une partie d'eau de javel pour 9 parties d'eau. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour désinfecter les surfaces? Absolument. On peut utiliser l'alcool dont la concentration est d'au moins 70 %. Ça va tuer les coronavirus. Le coronavirus, c'est un virus qui est très facile à tuer à cause de sa membrane en forme de couronne, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, Puis on peut aussi laver les surfaces non poreuses avec de l'eau et du savon. Ça va fonctionner, à même titre que ça a fonctionné pour vos mains. parce que comme vous disiez tantôt, le savon tue le coronavirus. Le savon tue le coronavirus. C'est un message très important de la vidéo qu'on présente aujourd'hui. Le gel antiseptique pour les mains est-il efficace pour les surfaces non poreuses? Non, car la majorité des gels antiseptiques ne contiennent que 60 % d'alcool. Il en faut 70 au moins pour désinfecter les surfaces non poreuses. Et le gel antiseptique est réservé au lavage des mains. Existe-t-il un traitement contre la COVID-19, Dr. Audet? C'est vraiment une véritable course contre la montre qui a loué aux 4 coins du globe pour trouver un traitement efficace. Littéralement, c'est une armée de chercheurs qui travaillent à trouver une solution. Mais comme les connaissances évoluent très vite
et que le but de la vidéo, c'est de vous donner des connaissances de base sur la maladie. Si je vous parle des traitements aujourd'hui, ça risque d'être différent demain, dans un mois ou dans un an. Si vous permettez, je préfère m'abstenir, M. Gamache. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que vraiment la communauté scientifique du monde entier s'unit pour trouver des médicaments et un vaccin pour vraiment ériger un mur entre nous et la maladie. C'est vraiment un effort mondial. Comment chaque personne peut-elle contribuer à sa façon là, à l'effort mondial? Ils peuvent faire bien des choses. Alors, pour contribuer à cet effort mondial, il faut respecter les consignes des autorités sanitaires. Alors, je vais le répéter. La première chose, on reste à la maison, on respecte la distanciation sociale, tousser dans son coude, jeter ses mouchoirs dans une poubelle, laver ses mains avec de l'eau tiède et du savon pendant au moins 20 secondes, parce que, je le répète encore, le savon tue le coronavirus. On entend beaucoup parler des masques. Les masques sont-ils efficaces? C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Alors, le port des masques anti-projection, comme on les appelle, ou d'un foulard en tissu, c'est une mesure supplémentaire pour prévenir la dissémination de la COVID-19. Mais toutefois, ça ne remplace pas les mesures déjà nommées. Puis, ce qui est important, c'est qu'après avoir retiré son masque, il faut vraiment se laver les mains. Avez-vous un dernier conseil à nous donner? Certainement. La chose très importante de dire toujours la vérité. Lorsqu'un professionnel de la santé vous pose des questions, évitez de mentir ou de ne pas dire toute la vérité sur vos voyages, vos symptômes et les personnes avec qui vous avez été en contact étroit. Il faut collaborer en disant la vérité, vous sauverez des vies. En terminant, quelles sont les sources des informations citées dans cette vidéo? Les informations de cette vidéo proviennent de mes recherches sur les sites Internet du Collège des médecins du Québec, de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, de la Santé publique du Québec, de Santé Canada, également du Guide d'auto-soin du gouvernement du Québec et des publications parues dans des revues Nature et New England Journal of Medicine. Et comme à la fin de toute bonne vidéo, dans les crédits, ben merci beaucoup, Dr. Nicole Houdet, en tant qu'expert. Alors, j'ai été le producteur de cette vidéo, puis on a tiré nos illustrations d'un outil appelé Presenter Media, et aussi on a été chercher des illustrations libres de droit. Alors, j'enlève le partage d'écran pour qu'on puisse se revoir. Voilà, j'arrive. Bon, ben docteur, ça a été très intéressant. Je vous remercie beaucoup de votre aide. On espère que les gens vont faire passer la vidéo pour pouvoir aider les gens qui se posent encore des questions sur la COVID-19. Ben, je tiens à vous remercier infiniment. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bon, Bonsoir. Ben, au plaisir. Alors, au revoir tout le monde. Au revoir.